Hello à toi et bienvenue dans ce bilan ciné 2018 dans lequel je vais te présenter 19 films en fait, pour moi les 19 meilleurs films de 2018, sachant que je précise au passage que je n'ai pas vu tous les films de l'année encore, donc forcément ça ne sera pas totalement exhaustif, mais je vais te présenter selon moi 19, j'ai recensé en tout cas 19 films qui sont pour moi les meilleurs de l'année. Et ensuite, je ferai, parmi ces 19 films, je ferai un petit top 5, en fait, totalement subjectif bien sûr, de mes gros coups de cœur de l'année 2018. Donc, je vais me décaler un petit peu. Voilà, là je suis parfait. Et on va pouvoir commencer. On commence avec Three Billboards. Oui, c'est un des meilleurs films de l'année pour moi parce que il raconte une histoire vraiment intéressante et assez originale, quand même assez brutale, hein, d'une fille qui s'est fait violer et tuer. Et dont l'assassin court toujours, et voilà, c'est quand même une histoire assez forte. Les acteurs jouent tous super bien, d'ailleurs Frances McDormand, donc, qui interprète le rôle principal de la mère, cette mère si dévastée, si enragée de découvrir la vérité, joue extrêmement bien. Elle a d'ailleurs eu l'Oscar de la meilleure actrice en 2018, et elle le mérite parfaitement, parce que c'est vraiment un rôle intéressant qu'elle joue. Voilà, c'est un rôle assez brutal, c'est un film quand même assez dur, parce que le thème est dur, mais on s'attache très vite à tous les personnages, et c'est vraiment un sujet intéressant à traiter, et la façon dont ça a été traité, je trouvais ça plutôt pas mal du tout. Ensuite, on a Moi, Tonya. Alors Moi, Tonya, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, j'ai fait un soirée ciné dessus, et j'en ai reparlé aussi dans une vidéo hors émission des films motivationnels. C'est clairement un film qui me motive pour moi, parce que c'est un biopic sur Tonya Harding, une fille qui est partie de rien et qui est devenue quand même la meilleure dans son domaine, dans le patinage artistique. Et donc c'est un film très inspirant, et il est bien monté, il est bien réalisé, il est superbement bien rythmé, et l'histoire est vraiment intéressante à raconter. Sans compter que Margot Robbie joue absolument superbement bien et même touchante par moments. Donc Moi, Tonya, oui, c'est clairement moi un des meilleurs films de l'année, quoi. On continue avec Annihilation, le film d'Alex Garland, le réalisateur de Ex Machina, qui nous avait surpris justement avec Ex Machina, qui revient justement sur Netflix. Donc à la base c'était pas sur Netflix, mais bref, mais pour un putain de bon film, vraiment intelligent, très ésotérique comme film, hein. C'est vraiment un truc pour les initiés, pour les... Voilà, faut connaître un petit peu j'ai envie de dire le délire scientifique, sachant que ça part vraiment dans un délire scientifique assez énorme, quoi. Et c'est un film vraiment intéressant. Faut quand même bien ouvrir son cerveau pour comprendre un petit peu tous les enjeux de l'histoire. Mais comme j'ai dit, c'est très ésotérique, donc forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un film assez surprenant dans sa réalisation, mais aussi dans sa dans les effets spéciaux également. On voit peu des plans de ce genre-là. Il y a vraiment une direction photo qui est vraiment bien gérée, j'ai trouvé, parce qu'on a des super beaux plans. Et c'est vraiment un film qu'il faut voir, parce que c'est un film quand même assez intéressant et qui va t'apprendre plusieurs choses un petit peu sur les nouvelles espèces, quoi, en quelque sorte de créer une nouvelle espèce, une spéciation. Et c'est vachement intéressant à ce niveau-là, au niveau scientifique. Donc voilà, et au niveau scientifique, et au niveau de la beauté des plans, les plans visuels sont absolument dingues. Donc Annihilation, oui, je valide, je trouve que c'est un des meilleurs films qu'on ait eu cette année. Hérédité. Alors Hérédité, moi je valide totalement Hérédité, parce que on est clairement dans une époque où on regarde, la majeure partie du public voit généralement, préfère aller voir au cinéma des trucs comme Insidious 10, Conjuring 12, etc. Qui s'axe beaucoup sur les jumpscares et qui est totalement classique et qui, moi, me fait clairement chier parce que c'est du film d'horreur, voilà, tout à fait bas de gamme et banal, sachant que moi, personnellement, je suis très difficile en film d'horreur. Celui-ci, en étant très difficile en film d'horreur, m'a foutu énormément les boules. Voilà, Hérédité est un film qui joue pas sur les jumpscares, parce qu'il y en a très peu dans le film, il doit y en avoir 2 ou 3, je crois, maximum, enfin, c'est ridicule, et c'est génial. C'est génial, parce que c'est un film qui joue sur l'ambiance, en fait. C'est un film vraiment à ambiance, où tu sais pas trop ce qui va se passer, t'entends des fois des choses, et peut-être qu'il va se passer un truc, peut-être que non, et
voilà, t'as toute cette tension, t'as des plans qui sont faits, qui sont totalement bluffants, où t'es là, t'es en stress, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, le personnage le voit pas, et tu sais que toi, spectateur, tu le vois, et c'est vraiment prenant, et c'est un film qui met grave les boules, sans compter qu'il est quand même assez choquant, notamment dans la première partie du film, mais tu le verras, je ne te spoile pas, mais pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année, clairement, parce que ça, pour moi, c'est du vrai film d'horreur. Ça, c'est du vrai film d'horreur, comme on devrait en avoir plus, au lieu de faire des Annabelle 8, etc., ou des... Voilà, ça clairement, ça fonctionne pas du tout, hein. C'est clairement du film d'horreur classique, et là, on a vraiment un film d'horreur à ambiance, qui fonctionne, qui est puissant, qui est poignant, avec une vraie mise en scène qui est vraiment cutée, des fois, sur des plans incroyables. Et voilà, donc Hérédité est un film à voir, et surtout un film qui met grave les boules. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur aussi flippant, et ça fait plaisir. Darkest Hour, ou Les Heures Sombres chez nous, film politique excellent, franchement, millimétré, pour moi c'est une tuerie ce film-là. Pourquoi? Parce que, à la base, c'est pas mon style, je précise, hein, c'est pas du tout mon style, ce genre de film politique, mais celui-là fonctionne superbement bien, parce que déjà, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe à une période qui est quand même assez âge, j'ai envie de dire, toutes les années de la Seconde Guerre mondiale ont été atroces, évidemment, mais ça se passe donc en 1940, juste pendant la bataille de Dunkerque, en fait, donc pendant l'opération Dynamo, et ce qui est intéressant, c'est que ce film est complémentaire au Dunkerque de Christopher Nolan, enfin en tout cas je trouve. C'est-à-dire que le Dunkerque de Nolan, on voit un petit peu ce qui se passe sur la plage, sur la plage de Dunkerque, et on voit un petit peu comment les Alliés essayent de regagner la côte anglaise, et celui-ci, Les Heures Sombres, on voit un petit peu tout ce qui se passe en fait en coulisses. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu Winston Churchill avec tous les ministres, et ça nous montre un petit peu comment ils ont réussi à faire évacuer plus de 400 000 soldats français, britanniques et belges sur la côte anglaise. Donc on voit un petit peu tous les coulisses de cette opération en fait, et c'est pour ça que je dis qu'il est clairement complémentaire à Dunkerque. Si tu te fais une soirée Dunkerque et Les Heures Sombres, tu vas clairement tout comprendre sur l'opération Dynamo, quoi. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Gary Oldman joue extrêmement bien, d'ailleurs il a reçu l'Oscar du meilleur acteur, et il le mérite. Je suis content que ce film soit oscarisé, parce que voilà, c'est un putain de rôle, une putain de transformation faciale pour jouer Churchill. Il le joue superbement bien. C'est vraiment un mec qui était déterminé, qui était enragé à réussir à sauver tous ces hommes. Voilà, il est même touchant par moments. C'est vraiment un film intéressant parce qu'on voit un petit peu, galérer et un petit peu avoir une sorte comment je dirais, de désespoir par moments. Dans les moments, dans les moments où il essaye d'être seul, il le montre pas trop, hein, en public évidemment. Quand il est en public, il essaye d'être justement très enragé et d'être cet homme fort pour que les Alliés puissent survivre en fait, pour donner une note d'espoir. Mais tu sens que voilà, par moments, on sent bien que pour lui l'Europe est perdue et condamnée, et que c'est très compliqué à gérer, et voilà. Donc c'est un très très beau film, très très bon biopic, et franchement je le conseille parce que voilà, pour un film politique de ce genre, je trouve qu'il est extrêmement bien fichu et vraiment poignant, quoi. Là on passe à du gros blockbuster, Avengers Infinity War. Voilà, bon, c'était un petit peu logique qu'il soit dans les meilleurs films, parce que oui, c'est clairement le meilleur film du MCU, hein, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que il y est Thanos. Parce que Thanos porte absolument tout le film sur ses épaules. Il est incroyable, ce personnage. Je trouve que c'est le meilleur, non seulement le meilleur personnage du MCU, mais vraiment un des meilleurs qu'on ait eu dans tout l'univers Marvel, ou l'univers DC, ou même l'univers geek en général. Il est excellent, ce personnage. Incroyablement bien écrit, il a une idéologie, une philosophie de vie qui est atroce, mais qui est tellement forte, et on ressent un petit peu sa souffrance, on ressent que ça le fait clairement chier de tuer la moitié de l'humanité, ce que je dis, de tuer la moitié de l'univers carrément. Donc voilà, on sent très clairement que ça lui pèse sur ses épaules, mais que c'est nécessaire. Bref.
Avengers Infinity War est un putain de bon film. Ce film n'aurait pas été la même chose si ça avait été un autre méchant que Thanos. Personnellement, si on avait eu une autre fin que celle qu'on a eue, qui est incroyable, hein, cette fin, on va pas se mentir. Donc voilà. Clairement le meilleur film du MCU. Ils ont quand même bien réussi à gérer les phases de transition entre tous les personnages, parce qu'il y en a beaucoup plus que dans les précédents. Et ça, on gère quand même si on est moins sur Terre, évidemment. On arrive quand même à bien gérer toutes les phases spatiales et les phases terriennes, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si voilà, c'est pas le film parfait non plus, mais ça fonctionne quand même plutôt bien, et voilà, avec Thanos, la puissance quoi, du film est là, quoi. Sans un bruit de John Krasinski, avec John Krasinski, écrit par John Krasinski, bref, il est partout, est un très bon film. Il fonctionne plutôt pas mal dans le sens où c'est un film quand même assez original, d'avoir une invasion d'extraterrestres comme ça qui est inouïe, extrêmement développée. En même temps, je trouve ce film un peu illogique par moment, parce que c'est compliqué en fait de faire un concept pareil. Faut faire abstraction de la logique en fait quand on a un concept pareil, parce que voilà, il y a des trucs. Je veux dire, tu peux pas pendant des années, on pourrait jamais vivre comme ça. C'est pas du tout réaliste dans le sens où on ne pourrait jamais vivre comme ça sans faire un bruit. Je veux dire, si tu tousses, bah t'es mort, quoi. Si tu fais tomber un truc, bah t'es mort. Enfin, je veux dire, voilà, c'est complètement illogique. Faut faire abstraction de la logique et faut essayer plus de voir la magie cinématographique. Et ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne bien dans l'ensemble. C'est un film très bien écrit, qui est quand même voilà, avec une famille. C'est quand même assez touchant, c'est assez brutal même dès le début du film. Enfin, voilà, c'est quand même assez efficace. Et c'est un film quand même très original, parce que c'est vrai qu'on voit peu ce genre de concept là, et ça fonctionne très très bien à ce niveau-là, avec Emily Blunt. En plus j'aime beaucoup Emily Blunt. Donc voilà, c'est vrai que c'est particulier, c'est original, c'est totalement illogique par moment, mais ça fonctionne plutôt bien, et oui, c'est pour moi un très bon film. Voilà. On passe à un film que j'ai surkiffé de ouf et qui est passé totalement inaperçu. Le Grand Jeu, réalisé et écrit, bien sûr, par le grand Aaron Sorkin. Alors voilà, pour info, pour moi, Aaron Sorkin est un des meilleurs scénaristes, voire même écrivains qu'on ait aujourd'hui au monde, parce que c'est un mec qui écrit toujours des scénarios d'une façon très intellectualisée. C'est le scénariste qui a notamment écrit The Social Network, Le Stratège ou encore Steve Jobs, qui sont pour moi des gros coups de cœur, parce que c'est justement des films qui rentrent à fond dans leur sujet, en fait, des films très ésotériques. Voilà, il faut avoir déjà des connaissances de base, c'est quand même assez technique. Il faut avoir des connaissances de base pour comprendre vraiment tous les enjeux du film, et ça fonctionne superbement bien. Ici, il s'attaque donc à Molly Bloom, donc qui reste dans le biopic, en adaptant l'autobiographie donc de Molly Bloom, qui s'appelle donc Molly's Game, et il explore un petit peu donc le milieu du poker, cette fois-ci, le milieu du poker, poker clandestin de luxe, en fait. Voilà. Et il s'attaque à ça, et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans le grand jeu, c'est que on s'intéresse beaucoup, justement, à tout l'aspect financier, du poker, en fait, comment tout est financé, comment le FBI un petit peu traque ce genre de personnes, parce que par moment, ça peut être un petit peu illégal, enfin, ça dépend de ce que tu fais un petit peu, mais ça peut être illégal par moment. Mais voilà, ça fonctionne superbement bien, et le grand jeu est une putain de réussite. C'est beaucoup de blabla, hein, Aaron Sorkin, il y a énormément de, je sais pas combien de pages doivent faire les scénarios de ces films, mais ça doit être énorme. Voilà, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de voix off notamment. Il y a même énormément de voix off, mais quasiment autant que de dialogue. Et en plus, c'est avec Jessica Chastain. Voilà, qui est merveilleuse, donc voilà, faut voir le grand jeu. On passe à la petite araignée, Spider-Man New Generation, que j'ai vu récemment, forcément. C'est un putain de bon film, d'animation, clairement, probablement même le meilleur qu'on ait eu cette année. C'est un film qui fonctionne bien parce que il y a une putain de mise en scène façon bande dessinée qui est quand même assez ouf. Il y a énormément d'action dans ce film. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est clairement ce genre de film un peu à la Van Helsing, c'est-à-dire que il fait partie de ces films où l'action ne s'arrête jamais. Voilà, il y a quasiment aucun temps mort. Il y a des films qui fonctionnent pas du tout, parce que des films, voilà, quand tu mets aucun temps mort, tu peux pas développer tes personnages, c'est galère. Mais celui-ci fonctionne plutôt bien. Les personnages sont
plutôt bien développés. Il y en a qui sont plus, il y a des Spider-Man un peu plus secondaires que d'autres, mais voilà, la majeure partie des personnages sont plutôt bien développés. Et ça fonctionne très bien. Le fait qu'il n'y ait aucun temps mort et que voilà, que ce soit un truc vraiment speed à mort, quoi, en fait. C'est limite une course contre la montre, le truc. Et le scénario fonctionne bien parce que voilà, c'est un scénario quand même assez original de voir un petit peu différents Spider-Man de différents univers et tout, différentes dimensions. Donc on voit très peu ça, en tout cas au cinéma. Et c'est vraiment intéressant d'explorer ça. Et l'animation est incroyable. Il y a des plans absolument dingues qui sont faits, qui sont extrêmement bien foutus. Et ça fonctionne superbement bien. Voilà. Et en plus de ça, on met justement Wilson Fisk dans le film. Moi qui, voilà, hein, tu sais que j'adore la série Daredevil, donc forcément j'adore le personnage de Fisk. Et ici, il est extrêmement bien développé également, même si on le voit très peu, mais il fonctionne plutôt bien. Et voilà, c'est un excellent film, New Generation, donc il fait partie des meilleurs. Rampage, hors de contrôle. Voilà, c'est vrai que c'est hors de contrôle, là, en l'occurrence. C'est clairement... Alors, ça peut paraître con, mais... Oui, c'est un divertissement qui peut paraître grotesque hein, par moment, mais je trouve que putain, c'est un des meilleurs divertissements qu'on ait eu cette année. C'est un des meilleurs blockbusters qu'on ait eu cette année hors franchise. Voilà, c'est clairement. Et on le voit directement. Moi, je l'ai vu dans les 10 premières minutes du film. Clairement, c'est pour moi, j'ai vu le truc, le scénario, je me suis dit ah putain, c'est ça le scénar de Rampage. Et je me suis dit putain, ça va être génial. Ça va être génial. Alors oui, il y a des personnages complètement bidons. Voilà, les antagonistes de l'histoire là, sont vraiment les clichés au possible et ridicules. Tu vois, c'est vraiment le genre de personnes complètement débiles. Mais le genre de personnes complètement débiles capitalistes en fait, qui sont accros justement juste au fric et qui en ont rien à foutre des conséquences en fait. Et oui, effectivement, il y a des personnages comme ça, mais le film est incroyablement bien foutu. Il y a des plans de ouf sur les monstres, justement. Il y a notamment un plan qui est dans la bande-annonce, d'ailleurs, hein, qu'on voit justement où le crocodile, le fameux crocodile qui va se transformer, la façon dont il est filmé, on dirait un truc à la Godzilla, quoi. C'est impressionnant. On dirait vraiment quand tu filmes Godzilla, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment des plans intéressants qui sont faits dans ce film. Et je pensais pas que ce film serait aussi spectaculaire. Alors, il est réalisé par, comment s'appelle-t-il, Brad Payton, je crois, qui avait réalisé San Andreas. Voilà. Le mec, évidemment, est un petit peu une sorte de fils spirituel de Roland Emmerich. Et là, il t'a réalisé vraiment un film incroyablement explosif. Et je pensais pas que le film serait aussi spectaculaire, donc voilà. Et je trouve que Dwayne Johnson rentre très bien dans ce genre de film. C'est un petit peu son registre habituel, j'ai envie de dire. Les gros films, voilà, c'est un petit peu le nouveau Schwarzy, hein, Dwayne Johnson. Il fonctionne un petit peu de cette façon-là, c'est qu'il est très iconique comme mec. Et donc voilà, c'est vraiment un film qui fonctionne super bien. Le scénario est vachement bien écrit, j'ai trouvé en tout cas. Voilà, je trouve qu'il était vraiment intéressant. Et c'est vraiment extrêmement spectaculaire, et voilà. Rampage, moi je valide en tant que gros blockbuster totalement bourrin, hors franchise, c'est pour moi un des meilleurs. Tully. Alors Tully, j'aime bien parce que c'est un film qui est passé totalement inaperçu et j'ai l'impression que personne ne sait que c'est un film de Jason Reitman, qui est un de mes réalisateurs préférés, mais Jason Reitman, c'est quand même le mec qui a réalisé Juno, Young Adult, In the Air. Il y a quand même un bon pédigré cinématographique derrière lui, le mec. Voilà, c'est un mec qui a... C'est un réalisateur, avant tout, hein, ce n'est pas un scénariste, mais voilà, c'est quand même le mec qui a quand même réalisé de grands films de genre, des films dramatiques, des films familiaux dramatiques, qui étaient quand même assez poignants, assez forts. Et voilà, personne n'en parle, je veux dire, c'est un film, Tully, c'est quand même un film qui est passé assez inaperçu, malheureusement, il a été très mal distribué, hein, aussi, faut dire. Mais j'ai l'impression que maintenant, les films de Jason Reitman sont très mal distribués. Son précédent, c'était Men, Women and Children, qui était même pas sorti, je crois, au cinéma, enfin, qui était sorti directement en DVD, enfin... Voilà, bon, malheureusement, c'est dommage, parce que ce sont des très très bons films, en plus, et Tully n'échappe absolument pas à la règle. C'est un excellent film, moi j'ai été surpris quand j'étais le voir au ciné. Voilà, je trouve que c'est un excellent film, il fonctionne superbement bien, Charlize Theron joue très bien, en plus on a Charlize Theron en tête d'affiche, quoi. Et c'est un film qui est quand même assez court, je crois, il fait à peu près 1h30, mais c'est une histoire qui est quand même
bien foutu, quoi, qui est bien raconté. Et c'est tout à fait du Jason Reitman, quoi. C'est tout à fait le genre de film qu'il réalise habituellement, donc et il l'a bien réalisé, c'est un très bon film, donc oui, je conseille Tully. Mission Impossible Fallout. Oui, bon, évidemment, fallait qu'il se retrouve dans les meilleurs, hein, c'est clairement un des meilleurs films d'action qu'on ait eu cette année. Il fonctionne extrêmement bien, parce que non seulement c'est du Mission Impossible, mais c'est superbement bien réalisé, c'est une vraie suite au précédent. Henry Cavill est absolument incroyable dans ce rôle de méchant, il est génial. Le scénario est vraiment bien ficelé et assez sombre aussi. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, notamment on le voit directement dans les 20 premières minutes, on dit putain, c'est assez sombre pour un Mission Impossible, voilà, et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, clairement un des meilleurs films d'action de l'année. Rien à dire de plus, il est génial, quoi, ce film. Bird Box, la surprise totale de Netflix, c'est arrivé comme ça et maintenant c'est en train de faire des records d'audience sur Netflix. Il y a plus de, je crois, 45 millions de personnes qui l'ont vu, enfin c'est assez ouf. Et ce film fonctionne plutôt bien avec Sandra Bullock en plus. J'aime beaucoup Sandra Bullock et la voir dans ce genre de rôle en plus parce qu'elle a un personnage vraiment intéressant, assez original, qui est un petit peu contre la maternité, comme d'une certaine façon, et qui va justement évoluer au fil du récit. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de développer un personnage pareil dans un univers pareil, parce que l'univers est déjà assez couillu comme ça, quoi. Ce film est beaucoup comparé, oui c'est vrai qu'on peut le comparer à Sans un bruit. Personnellement je trouve que c'est un mix justement entre Sans un bruit et Phénomène de Shyamalan. C'est le film qui se met au milieu en fait. Voilà, on se tape demain, tu te fais une soirée de trilogie Sans un bruit, Bird Box et Phénomène. Voilà, t'auras le même style de film. Et oui, il fonctionne plutôt bien. Après, comme ce que je disais pour Sans un bruit, c'est un peu illogique par moment, il y a des petits défauts d'écriture, hein, du style pourquoi ils peuvent voir à l'intérieur et pas à l'extérieur. Bon, après, évidemment, c'est un concept. C'est toujours galère d'écrire un truc cohérent avec un concept pareil. C'est toujours chiant, parce que je veux dire, même si par exemple t'es dans une voiture et que tu peux te faire choper, bah là... Voilà, admettons, t'es dans un truc de 3 mètres carrés, si tu ouvres les yeux, tu peux te faire choper. Bon, après, il y a plus d'histoire, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est très compliqué à mettre en scène, ce genre de truc. Donc forcément, voilà, il y a des petites choses totalement illogiques, mais le film fonctionne bien, et en plus, il y a une mise en scène où on se retrouve à la fois dans le futur et dans le présent, et qui est vraiment génial, parce que ça donne beaucoup de tension, justement. Les scènes dans l'avenir, justement, sont vraiment assez tendu, en tout cas, moi j'ai trouvé. Donc ça fonctionne plutôt bien, et ouais, c'est un concept assez original, comme Sans un bruit, comme Phénomène, mais c'est un concept fort, et même si c'est illogique par moment, le film fonctionne très bien, donc ouais, excellent film. On passe à Marie et la fleur de la sorcière, un des meilleurs films d'animation que j'ai vu cette année. Alors, ce n'est pas un film du studio Ghibli, il me semble pas, mais c'est de l'animation japonaise, c'est fait par justement les mecs qui ont bossé avec Miyazaki chez Ghibli, quoi. Et c'est un mix, un pile poil un mix entre Kiki et Chihiro. Voilà. Ça résume le truc. Donc si tu aimes Kiki ou si tu aimes Chihiro, c'est clairement fait pour toi, parce que je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On retrouve un petit peu en fait ce concept de sorcière, donc qu'on avait dans Kiki, et ce concept d'univers très fantaisiste, très fantastique, avec des créatures un peu what the fuck qu'on avait dans Chihiro. C'est vraiment ce mix-là. Donc moi, c'est deux films que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films du studio Ghibli, justement, les films de Miyazaki. Des films comme Chihiro, Mononoke, Kiki, hein, dont il y a je sais pas si tu vois là, ici, voilà, il y a c'est Gigi, voilà, le petit chat de Kiki. Voilà. Grand fan de Ghibli, forcément. Mais bref, Kiki la petite sorcière, Kiki la petite sorcière, qu'est-ce que je dis? Marie et la fleur de la sorcière, plutôt. N'hésite pas à le voir, parce que c'est un excellent film, un très bon film d'animation qui est quand même vachement envoûtant et inspirant, et se retrouver dans un univers à la Chihiro comme ça, avec des créatures un peu magiques comme ça,
voilà, ça fonctionne plutôt bien et l'histoire est bien ficelée, donc regarde-le, c'est pour moi un des meilleurs films d'animation qu'on a eu cette année. Bon, maintenant on passe à du lourd. Tonton Spielberg, bonjour. Oui, Ready Player One, hein, forcément un des meilleurs films de l'année, hein, c'était logique. Il est incroyablement bien mis en scène. Voilà, on a des plans de ouf, toute la scène de la course-poursuite est complètement dingue. Donc niveau mise en scène c'est carrément ouf, niveau émotion on retrouve vraiment du Spielberg, voilà, t'as vraiment envie de verser ta petite larme quand tu finis le truc, c'est beau, voilà, j'en ai déjà parlé, j'en avais fait une critique un soirée ciné dessus, donc c'est un film qui est quand même assez émouvant, qui en même temps qui a pas un humour gras comme on a aujourd'hui dans beaucoup de films, notamment les films du MCU. Voilà, c'est un film qui est très peu axé sur l'humour, mais qui est quand même très léger, voilà, et qui fonctionne superbement bien avec une putain de morale, voilà. Et c'est un film incroyable. Niveau pop culture déjà. Si t'es fan de pop culture, c'est un gros geek, forcément ça va te plaire, quoi. Donc moi j'aime beaucoup ces jeux d'univers quand tu mets un petit peu tous des personnages comme ça totalement différents, issus d'univers geeks différents dans un même film. Enfin moi c'est grandiose. Donc oui, Ready Player One est un des meilleurs films de l'année, évidemment. On passe à The Greatest Showman, qui je trouve a une histoire assez intéressante, assez motivationnelle, dans le sens où c'est un mec qui part de rien et qui va essayer d'atteindre des sommets. On a des chorégraphies qui sont plutôt bien foutues, on a des chansons qui sont assez plutôt sympathiques, notamment la chanson qui m'a totalement bluffé de playbacké par Rebecca Ferguson, hein, parce que quand je regarde le truc, je regarde cette scène, je fais c'est Rebecca Ferguson là qui chante? Non, c'est pas possible. Parce que oui, non, c'est pas du tout Rebecca Ferguson évidemment, parce que vu le travail, enfin, voilà, à moins que Rebecca Ferguson soit une putain de chanteuse née, mais elle sera aussi connue dans la chanson, mais non. Donc non, donc c'est une chanteuse, comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle cette chanteuse? Attendez, je l'ai là normalement, elle s'appelle Lauren Alred, voilà, c'est ça. Qui, voilà, donc la chanson Never Enough, qui est absolument incroyable. Donc oui, c'est un plutôt bon film. Enfin moi j'ai été assez happé par l'histoire. Je trouvais que c'est le mec qui part de rien et qui essaye justement de construire un spectacle assez nouveau, parce que c'était quand même assez neuf comme truc, sachant que c'est un biopic. Hein. C'est adapté d'une histoire vraie. Bon, après évidemment ils ont peut-être fait des caisses par moment, mais je veux dire voilà, c'est adapté d'une histoire vraie. Et c'est toujours intéressant de voir une histoire comme ça. Et oui, les chorégraphies sont plutôt pas mal. Rien de fifou non plus. Hein, si tu le compares par exemple à Moulin Rouge par exemple, non, clairement pas. Dans Moulin Rouge, on avait des trucs de malades, des plans de ouf avec des figurants par milliers. Ça c'était assez ouf, donc c'est à un autre niveau Moulin Rouge je trouve. Mais en tout cas, The Greatest Showman fonctionne plutôt bien. Hugh Jackman joue bien son rôle un petit peu de gentleman, il le joue bien clairement ce genre de personnage. Donc ouais, The Greatest Showman c'était plutôt pas mal. Jurassic World Fallen Kingdom a complètement divisé, mais moi j'ai adoré ce Fallen Kingdom. Pourquoi? Parce que quand tu transformes un blockbuster en un film d'horreur, bah moi je trouve ça génial. Voilà, c'est prendre des risques. C'est faire une moitié de film, moitié blockbuster, moitié horreur. Je trouve que ça fonctionne superbement bien pour un Jurassic World, un Jurassic Park, bref. Pour un film de cette licence-là, de cette saga-là, je trouve que c'est une excellente idée. Et je trouve que oui, ça fonctionne incroyablement bien. La mise en scène de Bayona est incroyable. Moi, Juan Antonio Bayona, c'est un des mecs vraiment que je vais suivre à fond parce que c'est le mec qui a réalisé notamment Quelques minutes après minuit, qui est un putain de chef-d'œuvre. Moi, je kiffe Quelques minutes après minuit. C'est un film que j'avais eu du mal à kiffer au début, mais voilà, maintenant en le revoyant, c'est vraiment un film très très intelligent. Il a justement une mise en scène qui est un petit peu axée sur l'épouvante, mais fantastique. C'est-à-dire que par exemple, il avait fait aussi L'Orphelinat, qui était un film à moitié épouvante, à moitié fantastique, qui fonctionnait plutôt pas mal dans ce registre, si on aime ce genre de registre. Et c'est un mec qui arrive à mettre un petit peu en scène des créatures comme ça, un peu d'une manière terrifiante, avec notamment toute cette deuxième partie qui est très gothique,
justement dans ce manoir à la Resident Evil, qui est avec ça fait un petit peu un truc à la Dino Crisis, hein, pour ceux qui ont joué sur PS1 à l'époque. Il y a un petit côté comme ça, vraiment, voilà, avec l'orage et tout, avec en plus la musique de Michael Giacchino qui était incroyable. Voilà, je trouve que c'est une prise de risque de faire, parce que ça va pas plaire forcément à tout le monde, hein, de transformer Jurassic World en film d'horreur, mais ça fonctionne superbement bien, et la mise en scène de Bayona est incroyable, et même émotionnelle par moments. Donc entre Colin Trevorrow et la mise en scène de Bayona, je préfère la mise en scène de Bayona, clairement. Il y a toujours un petit peu ces défauts d'écriture. Bon, en même temps, c'est un petit peu écrit par le même scénariste, donc Colin Trevorrow, qui avait écrit le premier. Dans le premier, il y avait des défauts d'écriture. Dans le second, il y en a énormément aussi. Mais le film reste plutôt bien si on fait abstraction un petit peu de ces défauts-là. Les Crimes de Grindelwald, nouvel opus du Potterverse, je trouve qu'il fait bien son boulot de suite, en fait, de suite directe. C'est toujours écrit par J.K. Rowling. Toujours réalisé par David Yates, donc c'est toujours le même duo en fait, de scénariste et réalisateur, et je trouve qu'ils fonctionnent plutôt bien ensemble. Voilà, il fait clairement une suite directe. Je trouve qu'il est aussi bon que le premier en fait. On retrouve vraiment cet univers magique d'Harry Potter et des animaux fantastiques, hein, évidemment, et ça fonctionne plutôt bien. On a, oui, quelques moments un petit peu surprenants. Alors, c'est vrai que scénaristiquement, c'est un petit peu une galère parce que on nous cache beaucoup de choses en fait tout au long du film qui vont être révélées dans le troisième acte du film. Il faut suivre, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées dans le troisième acte. Faut suivre un petit peu le scénario, et des fois j'étais un petit peu perdu, donc il faudrait que je le revoie pour mieux comprendre certains personnages, parce que des fois il y a des noms de personnages, tu te dis ouais, lui qui c'est, voilà. Bon, c'est un petit peu problématique, donc ça c'est un petit peu, je trouve, un défaut d'écriture. Enfin, défaut d'écriture oui et non, parce que J.K. Rowling a voulu garder justement beaucoup de mystère pour dévoiler tout dans le troisième acte, et c'est bien, mais en même temps c'est un peu fouillé du coup le troisième acte. Mais voilà, je trouve que les Animaux Fantastiques 2, quoi, les Crimes de Grindelwald, fonctionnent très très bien, et est une très bonne suite, et j'ai très hâte de voir ce que J.K. Rowling va nous concocter pour ses suites. Et le dernier film de cette liste, j'en ai déjà parlé dans un soirée ciné, A Star is Born. Évidemment, oui, A Star is Born est un putain de bon film. Je trouve qu'il est vraiment touchant. C'est le premier film de Bradley Cooper. Il a vraiment une mise en scène assez intéressante. Parfois des cuts un peu brusques, mais en tout cas les 20 premières minutes sont incroyables. Et c'est un film qui est quand même assez touchant dans son histoire. De voir un mec comme ça qui va... Lui, en fait, c'est la décadence d'un homme et l'ascension d'une femme, en fait. Et je trouve ça beau. Et le film est très très beau, très très émouvant. Il mérite un petit peu les éloges qu'il a eu, parce que je trouve que c'est un film qui fonctionne bien dans l'émotion. Et Bradley Cooper et Lady Gaga sont absolument incroyables. Ils s'assimilent bien, en tout cas. Ils ont une belle alchimie ensemble. Et leurs personnages sont vraiment bien écrits. Donc oui, A Star is Born est un des meilleurs films de l'année. 2018. Enfin voilà, clairement, c'est un des meilleurs. Très touchant, très émouvant, et il faut voir A Star is Born, quoi. C'est vraiment, faut le voir, quoi. Et voilà, on a fait le tour des 19, selon moi, hein, meilleurs films de l'année, sachant que je reprécise que je ne les ai pas tous vus, hein. J'ai pas encore vu tous les films, il y a encore plein de films que je dois rattraper, donc c'est pas du tout exhaustif comme classement, quoi, mais en tout cas, voilà, ça reste un classement, et voilà, donc c'était pas très ouf, je trouve, en 2018, on a fait de meilleures années. Mais bref, j'espère qu'on se rattrapera justement pour le 2019. Je vais passer donc à mon petit top 5, totalement subjectif évidemment, de ce qui a justement été pour moi, du 5e au premier gros coup de cœur de cette année 2018. En numéro 5... Hey, frozen pizza, awesome. Voilà, hein, comme j'ai dit, Jason Reitman, un de mes réalisateurs préférés. Tully, c'était obligé que, voilà, pour moi c'était un des meilleurs films que j'ai vu cette année.
parce que c'est un film moi, qui m'a plu, parce que j'aime beaucoup en fait ce registre, surtout le registre de film familial dramatique comme ça, là, d'une mère qui va un petit peu, qui va galérer avec ses enfants et qui va faire appel à une nounou de nuit, quoi, en fait. Et il y a une belle évolution du personnage, en fait. On voit un petit peu son passé, ce qu'elle ressentait en fait à l'époque, ce qu'elle ressent maintenant. Voilà, elle est un petit peu tiraillée et je trouve que c'est un très beau film. Et Jason Reitman, comme j'ai dit, c'est un réalisateur, c'est pas un scénariste, mais c'est un mec qui, en fait, on a l'impression que quand on regarde ses films, ce sont des films d'auteur. Moi, j'ai toujours pensé que Jason Reitman était le scénariste de In the Air, était le scénariste de Juno, etc. Mais non, clairement pas. Mais c'est un mec qui s'investit à fond et je trouve qu'il arrive à s'approprier en fait le travail du scénariste. Il arrive à s'approprier le film. C'est un mec qui comprend tous les enjeux du scénario. Quand il lit le script, il arrive vraiment à tout comprendre, ce mec-là, et il sent un petit peu la meilleure façon de faire en fait pour réaliser son film. Et je trouve que les films de Jason Reitman ressemblent plutôt à des films d'auteur. Clairement, on se dit putain, c'est vraiment lui qui a écrit le scénar, mais en fait non, jamais. C'est assez, ouais, donc c'est vraiment un film un mec qui arrive à s'approprier vraiment le travail des scénaristes, et je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Je trouve que c'est vraiment un des seuls réalisateurs qui arrive vraiment à faire ça aussi profondément, et voilà. Tully est un très bon film, comme le reste de sa filmographie, et voilà, donc je t'encourage à voir Tully si tu l'as pas vu, parce que c'est un petit film, voilà, un petit film indépendant, mais qui fonctionne quand même plutôt bien dans les relations familiales, les relations de couple. C'est clairement un scénario qui a été fait pour Jason Reitman. On sent que c'était vraiment, parce que c'est vraiment le genre de personnage qu'on retrouve beaucoup dans ses précédents films. Donc voilà, c'était très bien réalisé par Jason Reitman et je suis content qu'il ait pris ce scénario parce qu'il est vraiment intéressant. En numéro 4... Oui, A Star is Born est un des films qui m'a le plus touché. C'est un putain de tir-à-l'arme en puissance qui a vraiment une belle histoire d'amour, une très très belle histoire d'amour. La mise en scène de Bradley Cooper, qui est sa première réalisation. En plus, qu'il a écrit également le scénario, il l'a vraiment très bien écrit. Et il y a vraiment une belle alchimie. On sent qu'il a vraiment voulu écrire vraiment une histoire d'amour, en fait, une pure histoire d'amour. Et la façon dont il l'a réalisé, notamment les 20 premières minutes du film, qui sont... Je trouve absolument génial, parce que ces 20 premières minutes qui sont très intimistes, en fait, on s'intéresse vraiment à ces deux personnages et à aucun autre. C'est vraiment, t'as Bradley Cooper et Lady Gaga à l'écran, point barre, voilà, qui vont se promener un petit peu, qui vont passer une nuit entière ensemble, et on va voir un petit peu pendant 20 minutes cette nuit-là. Je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça, comment leur relation a démarré, en fait, extrêmement, d'une belle façon, et très bien mis en scène par Bradley Cooper. Les chansons de Lady Gaga de Lady Gaga et Bradley Cooper, parce qu'il chante également, sont vraiment excellentes, notamment la fameuse chanson Swallow, là, qui est d'ailleurs nommée aux Oscars de la meilleure musique, de la meilleure chanson, quoi, qui est absolument dingue. Moi j'avais vu ça donc au cinéma, waouh, c'était incroyable quand Lady Gaga arrive sur scène et qu'elle se met à chanter. On se serait vraiment cru dans un concert. Vraiment. Au cinéma, ça fait vraiment salle de concert, quoi, clairement. On sent vraiment toutes les vibrations, puis la voix de Lady Gaga qui est incroyable. Enfin, cette chanson est absolument magnifique. Donc oui, c'est un film extrêmement touchant, jusqu'à sa fin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a une mise en scène qui est particulière de Bradley Cooper, mais qui jusque dans le dernier plan est absolument génialissime. Et vraiment, on voit peu ce genre de mise en scène comme ça, avec une fin pareille au cinéma. Je trouve ça beau. Je trouve que Bradley Cooper a absolument assuré sur ce coup-là. C'est beau, c'est intime, et t'entres vraiment dans leur relation qui est belle, et c'est un beau film. Et comme j'ai dit, c'est
la décadence d'un homme pour l'ascension d'une femme, quoi. Et le concept est vraiment beau, voilà. Le concept est vraiment beau et le film est extrêmement touchant, donc oui, il fait partie de mon top 5 des films de 2018. En numéro 3. Et comme c'était trop dur de les départager, bah... We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. For without victory, there can be no survival. Voilà. Alors oui, c'était trop dur de les départager, clairement. Il fallait absolument que ces deux films soient dans le top parce que je les trouve incroyables et entre Tonya Harding et Winston Churchill, mon cœur balance. Voilà, simplement. C'était trop dur de les séparer, ceux-là, parce que Tonya Harding, l'histoire de Tonya Harding est incroyable, et le film en lui-même, sa mise en scène, l'interprétation de Margot Robbie est absolument dingue. C'est un film qui a, comme Les Heures sombres, qui a été aussi oscarisé, hein, puisque c'était Allison Janney qui avait eu l'Oscar du meilleur second rôle, et Gary Oldman, l'Oscar du meilleur acteur. Donc ces deux films qui ont été oscarisés, je suis très content de ça, parce que c'est deux films qui le méritent amplement. Voilà, et c'est très bien niveau mise en scène, surtout moi, Tonya, qui a vraiment un montage plutôt sympa. Les Heures sombres, qui est, comme je l'ai dit, un putain de bon film politique, qui retrace vraiment l'histoire une période de l'histoire de Churchill, là où il était un peu plus désespéré. Il était totalement désespéré, j'ai envie de dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ne le serait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on ressentait vraiment bien ça. Il est extrêmement bien développé, et on ressent vraiment bien son désespoir de se dire que voilà, l'Europe est en flammes, quoi, et il va pas tarder à sombrer. Et je trouve qu'il y a de très belles scènes. Gary Oldman a joué extrêmement bien son rôle, et comme j'ai dit, c'est un film qui est complémentaire à Dunkerque, donc tu te fais une soirée Dunkerque et Les Heures sombres, tu comprendras absolument tout. En tout cas, tout ce qui entoure la bataille de Dunkerque, quoi. Et voilà, c'est deux films qui sont incroyables, deux excellents biopics qu'il faut absolument voir. Number 2. Help us save the Oasis. Comment ne pas placer Ready Player One dans ce top, hein? Non, mais je te le demande, comment ne pas placer Ready Player One dans ce top, sérieux? Enfin, c'est un putain de grand film, c'est du grand Spielberg. Pour moi, c'est clairement même je dirais le film que je m'éclate le plus à regarder. Je l'ai même revu là, récemment. C'est clairement le film que je m'éclate de Spielberg, en tout cas, que je m'éclate le plus à regarder. Voilà, il fait vraiment partie de ces films où je prends un plaisir monstre à mater ce film. Il est incroyable, quoi. Je veux dire, les effets, la mise en scène, et puis de voir un petit peu tous ces personnages geeks comme ça de la pop culture, toutes ces références de ouf des années 80, de John Hughes à King Kong, enfin, c'est complètement ouf. Et oui, voilà, c'est du Spielberg, c'est de la putain de mise en scène, c'est beau, il y a une belle morale au niveau de l'amitié, de l'amour et des relations sociales un petit peu qu'on peut se créer dans un univers virtuel. Enfin, voilà, c'est beau. Voilà. Il y a quelques défauts d'écriture, j'en ai déjà parlé dans ma critique, dans mon soirée ciné, mais voilà, ça reste plutôt génialissime et plutôt ouf dans l'ensemble. Oui, Ready Player One est un grand film et je pense qu'il va marquer l'histoire, parce que quand on voit tout autant deux personnages dans un seul film, c'est du jamais vu, quoi. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça dans un vrai film live, et ça fonctionne superbement bien, donc merci Steven Spielberg. Et enfin, le numéro 1 de ce top. Aaron Sorkin, putain. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce film est sorti le 3 janvier 2018. Je suis allé le voir donc le jour même, et oui, enfin, je suis sorti de là coup de cœur, quoi. Mais je m'en doutais, je m'en doutais, parce que les films d'Aaron Sorkin sont tous des coups de cœur pour moi. En tout cas,
en tout cas 3 d'entre eux qui sont le stratège de Social Network et Steve Jobs, qui sont incroyables parce que c'est justement tous des films ésotériques. C'est un mec voilà, qui rentre absolument dans son sujet. C'est-à-dire que le grand jeu, ça parle de poker, ça parle de finances liées à tout ça. Ce mec étudie le poker. Il va étudier le poker, il va étudier l'aspect financier de comment les joueurs un petit peu se financent. Il va étudier un petit peu la légalité de ce qui est légal, de ce qui est illégal. Enfin, voilà. C'est un mec qui étudie, qui étudie à fond son sujet, sa thématique pour vraiment faire un écrit extrêmement complexe. Et oui, je veux dire, si tu me connais, hein, si tu as regardé par exemple EcoSense, hein, mon émission de développement personnel cinématographique, tu sais que j'aime les choses très intellectualisées, j'aime les idéologies, et rentrer justement dans faire une analyse extrêmement poussée sur les idéologies, et en faire carrément du développement personnel par-dessus, quoi. Donc c'est ce que je fais avec EcoSense, et c'est clairement mon Graal, en tout cas sur cette chaîne. Donc oui, hein, j'aime beaucoup les films extrêmement intellectualisés, dans leur thématique, dans leur façon d'aborder ça. En plus, c'est le premier film qui est réalisé par Aaron Sorkin, parce qu'il passe pour la première fois derrière la caméra. Je trouve ça extrêmement cool qu'il ait fait ça, qu'il s'est dit, bon, vas-y, je me lance. Après tout, j'ai écrit pas mal de scénarios, je suis apte à réaliser un film, et il le réalise extrêmement bien. Il y a une mise en scène d'ailleurs assez explicative qui fait le lien en fait avec son scénario, je trouve. Qui est bien parce que son scénario est déjà très compliqué, donc forcément expliquer ça par le biais de la mise en scène, je trouve ça extrêmement intéressant. Et Jessica Chastain, enfin Jessica Chastain, voilà, je l'aime, cette actrice, elle est incroyable, cette actrice. Je l'avais vue notamment, je crois que c'était en 2000, ouais, c'était l'année dernière, c'était l'année d'avant, en 2017, dans Miss Sloane, qui est un putain de film, et c'est là que vraiment que Jessica Chastain, j'ai découvert vraiment son talent. J'avais déjà vu dans plein d'autres films évidemment, mais notamment elle m'a complètement conquise avec Miss Sloane et Molly's Game. Elle est incroyable quoi, dans ce genre de rôle, et j'aime bien qu'elle fasse justement qu'elle joue des rôles très intellectualisés en fait. Voilà, des rôles dans des films très complexes où faut déjà être assez intelligent pour comprendre un petit peu tous les enjeux de la thématique explorée. Et voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Donc oui, Molly's Game, le grand jeu, hein, dont l'affiche est mieux, l'affiche française est encore mieux que celle américaine. Pour info, j'ai cette affiche en grand format, celle de le grand jeu, je l'ai façon Ready Player One, donc peut-être que tu la verras un jour si jamais je change de décor. Mais clairement mon meilleur film de l'année, c'est même celui qui m'a donné envie de créer Soirée Ciné, cette émission. Enfin, c'est le premier Soirée Ciné que j'ai fait sur cette chaîne. C'est justement sur Le Grand Jeu, parce que je voulais absolument parler de ce film, parce qu'il est incroyable. Voilà, Le Grand Jeu est un grand film et le numéro 1 de ce top, totalement subjectif, évidemment. Bon bah voilà, c'était un peu long, mais j'espère que ça t'a été fort agréable en ma compagnie. J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente année cinématographique 2019. Et je te retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao! We two have paddled in the stream from morning sun to night.